Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Pour gagner une élection, vaut-il mieux un bon programme ou un beau sourire? Le capital esthétique est-il sous-estimé en politique? Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission, aujourd'hui dans la grande table des idées, avec notre invité, le politiste François Ourmand, qui analyse comment ce capital, comment le physique, comment l'apparence sont devenus déterminants dans le jeu politique, dans un ouvrage qui paraît aux Presses universitaires de France, Pouvoir et beauté. Mais d'abord, après avoir fait renaître la Sylphide ou encore Coppelia, à 89 ans, le chorégraphe Pierre Lacotte adapte pour l'Opéra de Paris le roman phare de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Le résultat est monumental, à voir sur la scène de l'Opéra Garnier jusqu'au 4 novembre, avec une distribution tournante de danseurs étoiles, ou jeudi au cinéma, ce jeudi, puisque la représentation sera retransmise en direct dans les cinémas UGC. Pierre Lacotte avec nous jusqu'à midi. La grande table. Olivia Gesbert. Le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est le roman d'une ambition, celle d'un jeune apprenti devenu précepteur des enfants du maire de la ville, séduisant Madame de Rênal avant de s'enfuir. Un passage par le séminaire avant de devenir le secrétaire du marquis de la Mole et surtout l'amant de sa fille. Bonjour Pierre Lacotte. Bonjour. Le Rouge et le Noir, c'est un roman qui vous a emporté, vous d'abord, comme lecteur, quand vous étiez plus jeune. Très très jeune, je devais avoir 14-15 ans la première fois où j'ai lu Le Rouge et le Noir. Et ça m'a toujours tout de suite séduit par cette multitude de caractères différents qui s'affrontent et qui, en principe, ne devraient pas s'entendre. Effectivement, il y a des heurts terribles entre eux. Et puis tout d'un coup, c'est la passion qui naît, puis après le scandale d'une dénonciation ou d'une autre, qui détruisent Julien Sorel, et qui est un personnage absolument fantastique à regarder de près. C'est-à-dire que il sort d'un milieu très très simple, il est charpentier, il travaille avec son père, mais il fait des études énormes, il parle latin couramment, et c'est son esprit est attiré par mille choses, et il veut sortir de son milieu. Et il a beaucoup de mal, bien entendu, parce qu'à cette époque, surtout en 1830, on est à cheval sur beaucoup de principes et on fait très attention à ne pas franchir certaines limites dans la société lorsqu'on n'y est pas imposé, en quelque sorte. C'est un roman où les mots de Stendhal vous inspiraient déjà des tableaux, des mouvements, des Oui, parce expressions. qu'évidemment, on ne peut pas traduire en ballet les textes merveilleux de Stendhal, c'est évident. Alors j'ai voulu faire une adaptation. Et ça a été une hésitation. Et puis tout d'un coup, je me suis dit non, il faut faire une adaptation qui va être lisible pour un ballet, c'est-à-dire que chaque personnage soit bien défini et surtout que ses dénonciations soient dirigées par une seule personne, parce qu'on ne peut pas expliquer au public que c'est quelqu'un de la ville qui a vu Monsieur de Rênal inquiet et sa femme, enfin, etc. Toutes les prémices à une dénonciation. Donc, au début, Élisa, qui est la gouvernante de Madame de Rênal, voit Julien et immédiatement, lorsqu'il pénètre dans la maison pour devenir le précepteur de ses enfants, elle en tombe éperdument amoureuse. Et tout au long du ballet, j'ai pensé que c'était elle qui allait faire toutes les dénonciations parce qu'elle était jalouse et c'était tout à fait normal et c'est du reste ce qui s'est passé dans le roman de Stendhal. Et donc, c'est elle qui, au fur et à mesure des événements et des changements de domicile de Julien Sorel, donc elle est attitrée comme gouvernante dans la maison des Rênal, elle quitte cette maison et elle va suivre Julien sans qu'il le sache à Paris et rentrer comme domestique dans l'hôtel particulier du marquis de la Mole, et elle va suivre l'évolution de ce rapport qu'il va avoir avec sa fille, avec la fille du marquis de la Mole, Mathilde, et il va en tomber éperdument amoureux aussi, mais ça va être très difficile. Finalement, le marquis va accepter, il va l'anoblir et accepter que sa fille épouse ce charpentier d'une petite ville de Verrières. Voilà Pierre Lacotte, vous avez choisi d'étoffer le rôle, le personnage d'Élisa, la servante, dans cette adaptation du Rouge et Noir que vous avez réalisée pour l'Opéra de Paris. Et pour cause, puisque ce rôle est interprété par une étoile, et c'est Valentine Colassante, le soir, en tout cas de la représentation, qui interprétait ce rôle de la servante. Qu'une danseuse étoile joue ce rôle-là prouve bien que c'est pas un rôle secondaire et qu'il Non, fallait c'est pas un rôle secondaire.
on dirait danseuse, qu'au début, voilà. elle était tout à fait réticente en me disant « Je suis danseuse étoile, pourquoi porter un tablier ? Mais oui. Est-ce qu'on peut pas enlever le tablier ?» Et il a fallu la convaincre petit à petit que c'était un très grand rôle, et c'était un très grand rôle. Et que ça soit au théâtre ou dans la danse, mais dans la danse, on a des principes différents. On est danseur étoile, donc on doit faire certaines choses classiques ou avoir un personnage évident, jeune ou laborieux dans sa manière d'agir, etc., etc. Et c'était très difficile de leur faire admettre. Et plusieurs danseuses avaient une crainte de faire ce rôle. Il y a plusieurs distributions du reste, et à part Colassante qui était très bien, bien sûr, vous allez avoir des jeunes qui vont danser ce rôle et qui vont être aussi très, très intéressants. Et pourtant, la plupart des danseuses étoiles actuelles de l'Opéra de Paris ont aussi interprété Cendrillon Oui. et dû porter le Oui, tablier. mais Cendrillon, c'est vrai, vous avez raison, le dans la personnage. chorégraphie Mais je sais pas, c'est déjà plus romantique, si vous voulez. Cendrillon, c'est un personnage qui il y va a la métamorphose. qui va être métamorphosé, tandis que la petite Élisa, elle reste Élisa jusqu'à la fin du ballet. Alors, c'est le tourbillon d'une vie que vous nous racontez là en 3 heures, la vie de Julien Sorel. Et c'est une centaine de danseurs et de figurants que vous avez mobilisés pour l'occasion, 400 costumes, des dizaines de décors. Pour ce ballet, Pierre Lacote, vous avez vu grand. Pourquoi ? Est-ce qu'il fallait un ballet à la mesure de cette œuvre, de ce chef-d'œuvre de Stendhal ? Je le pense. C'était un gros risque à prendre, bien entendu. Mais vous savez, je suis passionné et je deviens aveugle par la passion. C'est-à-dire que je fonce et que lorsque tout d'un coup je suis attiré vers une chose, j'essaie de faire le maximum pour atteindre le but recherché. Est-ce que vous allez reconnaître la voix de celui qui a un jour interprété le rôle de Julien Sorel au cinéma dans une adaptation signée Claude Autant-Lara ? Est-ce que nous devons comprendre que Julien Sorel est un personnage plus mûr que Fabrice Del Dongo ? Il me semble que oui. Tellement plus ambitieux, me semble-t-il, et socialement plus situé, sans doute. Est-ce que vous pensez que Julien soit un personnage essentiellement cinématographique ou qu'on puisse le traduire au théâtre ? Je crois que ce serait une gageure de le placer au théâtre, mais n'en est-ce pas une que de l'avoir placé au cinéma. Est-ce que vous aurez reconnu la voix de Gérard Philippe ? Oui, bien sûr, j'ai Pierre reconnu. Lacote. Gérard Philippe était un acteur prodigieux et j'ai suivi toute sa carrière. Je l'ai vu dans tous ses films, je l'ai même vu au théâtre lorsqu'il interprétait tous les rôles classiques au TNP. Et je dois dire qu'il était fantastique. Alors, il parle déjà là du défi de transposer ce personnage de Julien Sorel au cinéma. Ah, alors, oui. on imagine le défi que ça représente encore. Ah ben oui, ça, il Plus fallait pour pas vous que j'entende aujourd'hui. ça avant de me lancer. Oui, de le transposer sur la scène de l'Opéra de Paris. Julien Sorel, c'est le héros romantique par excellence pour vous ? Oui, parce qu'il a cette espèce de passion et il se libère que lorsqu'il a atteint le but recherché, c'est-à-dire lorsqu'il se sent admis dans la société, lorsqu'il se sent regardé, il remarque qu'on l'écoute particulièrement et que l'on est étonné de son vocabulaire, des phrases qu'il construit tellement bien dans un français impeccable. Tout le monde est sidéré. Donc, c'est vraiment un héros romantique dans toute sa splendeur, mais qui va, comme tous les héros de cette période, aller trop loin et se détruire tout seul sans vouloir arriver à une fin tragique, comme ça va être le cas de sa destinée. Quelles étaient les qualités nécessaires pour le danseur qui va interpréter Julien Sorel ? Alors, ils sont 3. Le rôle a été pensé pour Mathieu Gagnaud tout d'abord, qui s'est blessé lors de la première représentation. Très triste. Et il doit l'être aussi, parce que quel travail. Bien sûr, il a travaillé, puis il adorait ce rôle. Oui. Hugo Marchand, Germain Louvet, 3 danseurs étoiles pour interpréter Julien Sorel sur la scène de l'Opéra de Paris, dans cette chorégraphie que vous avez imaginée. Pierre Lacote, quelles étaient les qualités nécessaires pour Oui, les qualités nécessaires, c'était d'abord d'y croire, d'abord de se laisser guider, non pas diriger, parce que j'aime pas diriger, j'aime pas imposer quoi que ce soit à un interprète, mais je leur ai demandé là d'essayer d'oublier complètement leur personnalité. Je leur ai parlé du rôle, je leur ai parlé du roman, j'ai expliqué mon adaptation. Écoutez-moi, essayez de rentrer dans la peau de ce personnage. Après, nous pourrons travailler. Mais surtout, restez pas vous-même, parce que ça va mal définir le souhait que j'ai. Et pour vous-même, c'est important de changer complètement de personnage
et d'écouter ce que je vais vous dire pour que vous arriviez à chaque répétition déjà prêt à changer, à ne pas vous regarder dans le miroir, à ne pas essayer de faire mieux que l'autre. Simplement, soyez sincère, soyez vrai, authentique, et pensez qu'à cette période, tout était très, très difficile à traduire dans un sens dans la société, parce qu'on était immédiatement critiqué, et donc on contrôlait tout ce que l'on faisait. Mais tout d'un coup, il y avait un débordement, et à ce moment-là, il n'y avait plus de limite dans la tragédie, dans l'excès, dans la douleur, dans la tristesse, dans le dénouement d'un amour qui se défait. Tout ça, c'était très excessif, et la femme était quelque chose que l'on respectait énormément, mais elle n'avait pas droit, elle non plus, de changer la trace de son chemin. Les danseurs sont-ils souvent des bons comédiens pour vous, Pierre Lacote ? Je trouve que oui. Je pense que chacun possède en soi un talent d'interprète, non pas pour vivre, mais pour séduire. Dans la société actuelle, même personne ne s'en rend compte, mais lorsque deux personnes se rencontrent, ils s'étudient par le langage, la façon, l'expression d'un regard, la qualité d'une poignée de main. Ce sont des choses qui sont très très importantes et qui sont, si on les observe, les facteurs du bonheur et aussi certaines fois malheureusement les facteurs du malheur. La narration se passe de mots dans un ballet. Vous l'évoquiez, l'histoire doit avancer sans sous-texte. Et d'ailleurs, vous n'avez pas pris ce parti-là pour votre Rouge et le Noir, Pierre Lacote, Non, j'y avais pensé, mais je crois que ça aurait détourné l'attention du spectateur. On aurait écouté, et un spectacle de danse, il faut le voir. Comment rendre compte de la psychologie des personnages à travers le seul corps des danseurs ? Quelles sont les indications que vous leur donnez ? Je vais vous dire une chose, le danseur est prêt à s'extérioriser d'une manière d'abord technique, bien sûr, puisqu'on nous insuffle ce travail journalier qui est très, très, très important et très difficile, car un danseur étoile qui ait fait un succès la veille et que le lendemain il arrive à la classe, il est un petit élève que l'on corrige toute sa vie. Bon, mais il y a aussi chez chacun ce désir de s'abandonner, dans quelque sorte, d'oublier la technique pour tout d'un coup vivre un personnage. Et c'est ce qui est fascinant. Moi, je sais que lorsque je dansais, c'est ce qui me paraissait le plus important, c'était tout d'un coup d'exprimer, vous comprenez, quand on danse Gisèle ou des ballets aussi importants, où j'ai dansé Hamlet également, que j'avais composé avec mon épouse Guylaine Tesmar, et c'est fantastique en scène, tout d'un coup, de rencontrer un être avec lequel on vit certaines fois, et puis de le voir totalement différent, et de lui parler d'une manière différente, de l'aborder, donc de danser d'une manière différente. Les gestes, l'approche d'un geste, on veut essayer de toucher une épaule, on n'ose pas, si vous voulez, il y a des choses très, très importantes, mais on a peur que ce soit démodé. Ce n'est jamais démodé. Un sentiment n'est jamais démodé, rêver n'est jamais démodé, et on a tous besoin de rêver, d'oublier les malheurs de la vie journalière, des problèmes qui peuvent... on en sait quelque chose en ce moment. Nous savons très bien que nous ne vivons pas dans une période très relaxée, c'est exact, mais on est forcé quand même de passer outre cela pour être quand même heureux. Elle est l'une des grandes étoiles de l'Opéra de Paris et elle interprète à tour de rôle Madame de Rênal dans l'une de vos distributions, Pierre Lacote, du Rouge et le Noir, Dorothée Gilbert. Quand on se prépare pour un spectacle, il faut que la technique soit sûre et qu'elle soit travaillée et aboutie. Et quand on pense au personnage, c'est à ce moment-là qu'on s'abandonne totalement dans les bras du partenaire ou en écoutant la musique, etc. C'est vraiment la condition pour pouvoir accéder à l'abandon. Pour chaque type de ballet, il y a une émotion, il y a un personnage avec son histoire, l'histoire qu'elle a vécue avant. Quand on interprète Roméo et Juliette, on ne va pas l'interpréter de la même manière que Manon. Ce sont des personnages qui sont tous hyper intéressants psychologiquement et justement c'est intéressant d'aller fouiller leur histoire pour essayer de comprendre pourquoi elles en sont là aujourd'hui et qu'est-ce qui va faire qu'elles vont réagir comme ça tout au long du ballet et ça va nourrir justement l'interprétation. Voilà, comment nourrir l'interprétation aussi. En c'est pensant... très joli, elle a tout à fait raison. Elle est du reste merveilleuse dans le rôle de Madame de Rênal. Les trois sont très très intéressantes. Amandine Albisson a une espèce de profondeur de sentiment, une générosité et un regard sur la vie, déjà en elle-même, dans sa vie personnelle, qui est très très touchante. C'est la bonté même. Et puis nous avons Ludmilla Pagliaro, qui est le raffinement personnifié. Tout ce qu'elle fait est dédicacée à son art. Elle aime la danse, elle aime avoir un travail d'école pur, raffiné, et lui, les sentiments qu'elle y porte
donne à son interprétation quelque chose de tout à fait merveilleux. C'est ça le paradoxe apparent d'un ballet, de la danse aussi, c'est que tout est dans le raffinement Oui, d'un geste, moi je trouve, d'une posture, d'un mais sentiment, vous mais en même savez temps il faut l'ennui. être vu de partout. Oui. Mais l'ennui dans un théâtre comme l'Opéra de Paris, c'est qu'elles sont étoiles et elles veulent tout faire. Or, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout faire. Alors, il faut de temps en temps refuser certaines offres de manière à ne pas tomber dans la banalité ou bien se forcer pour être un personnage que l'on ne sera jamais, qu'on ne peut pas être. C'est-à-dire, vous pensez à qui ou à quoi en disant Je ça? pense à cette espèce justement, elles sont nommées étoiles, donc elles doivent tout faire. Elles doivent danser Gisèle, elles doivent danser Roméo. C'est pas possible. Il faut savoir refuser. Et moi, je veux dire que j'ai eu cette chance, lorsque j'étais jeune, d'avoir un caractère un petit peu difficile, certaines fois, mais je savais refuser. Et le directeur, un jour, m'a proposé de danser le rôle principal de Danse du Prince Igor de Michel Fokine, et j'ai refusé instantanément. Il a été très vexé parce que c'est son épouse qui lui avait dit « Mais Pierre Lacôte serait tellement bien dans ce ballet. » Et quand il est venu m'annoncer ça comme une bonne nouvelle, j'ai dit non. Et là, pendant au moins un mois, il ne m'a plus parlé. Mais je savais qu'il fallait le faire. Avec le caractère que vous avez, est-ce que le seul auquel vous ne refusez rien, c'est vous? Ce rouge et noir, ça faisait longtemps, par exemple, qu'il vous trottait en Très tête. longtemps. Vous ne vous l'êtes pas refusé. Mais il y avait des petites voix qui vous disaient « Attention, c'est peut-être dangereux d'aller Oui, là-dessus, c'est exactement. compliqué, gentil c'est ce que vous casse-gueule. dites. Les petites voix, c'est tout à fait ça. Les petites voix dans le noir avant de s'endormir. Mais où vas-tu pourquoi s'enfoncer dans un roman aussi ardu, aussi difficile? Comment le traduire Non, mais je pensais que... D'abord, la musique est très, très importante. Et j'avoue d'avoir pour compagnon Jules Massenet, c'est extraordinaire. Alors on y vient à la musique, justement. Quelle place vous accordez à la musique dans ce ballet et dans vos chorégraphies en général? D'autant que ici, il faut quand même raconter que la musique, la partition ne préexistait pas à la danse, puisque vous avez, vous, recomposé une partition de toute pièce à partir d'extraits des œuvres de Jules Massenet, Pierre Lacôte. Oui, parce qu'il était évident que beaucoup de mélodies étaient chantées, il fallait les réorchestrer. Mais il y a dans la musique de Massenet quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il sait absolument analyser tout ce qu'il voit et le traduire en musique, que ce soit la tristesse, la joie, l'étonnement, un paysage. Il y a toujours des thèmes extrêmement variés, extrêmement séduisants. Et j'avoue que danser un ballet semblable me paraissait impossible s'il n'y avait pas des thèmes principaux qui pouvaient être des leitmotifs qui revenaient. Et à chaque personnage, j'ai donné un air qui correspondait à son caractère et qui revienne tout le temps. Mesdames et messieurs, le bal. Pierre Lacôte, vous signez le livret, la chorégraphie, les costumes et les décors. C'est pas une réinvention, ce rouge et noir, c'est une création avec une liberté vertigineuse. Vous vous êtes appuyé, on le sent, on l'imagine, vous l'évoquez, sur quelques fondamentaux. Mais vous avez aussi osé, vous avez aussi adopté des idées, des envies,
vous êtes permis quelques audaces pour ce Rouge et Noir, dont vous dites qu'il sera peut-être votre dernier ballet. Il y en a notamment dans les tableaux dits religieux, au séminaire, dans l'église, dans le duo que vous avez pensé, imaginé entre Julien Sorel et l'abbé Chélan, son ange gardien, qui va l'accompagner, tenter de le protéger du début jusqu'à la fin, en lui offrant un poste de précepteur et l'accompagner jusqu'à l'échafaud. Ce pas de deux entre deux hommes, comment vous l'avez imaginé? Parce qu'il est à la fois filial et très charnel, quand même. Oui, mais si vous voulez, c'était très délicat et c'est vrai que j'ai hésité beaucoup, mais c'était vraiment dans le roman ce sentiment de paternité vis-à-vis de Julien Sorel, de l'abbé Chélan, et je voulais absolument l'exposer. Il faut pas fuir les difficultés, il faut les affronter, mais je dois dire que c'était effectivement un petit peu épineux comme rapport. Il fallait faire attention à ne pas tomber dans l'excès, dans des limites à ne pas franchir, à mon avis, dans la psychologie des personnages de cette époque. Mais là encore, la musique m'a beaucoup servi. Et puis je me suis rendu compte que, après tout est permis dans l'art et dans la chorégraphie, dans la manière de s'exprimer, que ce soit deux hommes, deux femmes, ou un pas de trois ou un pas de quatre. Ça n'est pas nuisible si on sait être délicat et prendre les choses en main avec une certaine réserve et un certain respect des attitudes que l'on ne doit pas prendre dans certains cas, surtout lorsque ça se passe dans un séminaire. On ne faut pas tomber pour aucune raison de choquer ou de provoquer le scandale. Donc, j'ai l'impression que j'ai fait ça d'une manière assez discrète, dans un sens. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Non, pas d'ambiguïté, mais peut-être on sent aussi chez vous l'envie parfois de désacraliser le Rouge et Noir, l'armée et l'Église, peut-être ces deux institutions-là d'abord, à l'image ou à l'instar de Stendhal. Où réside pour vous la transgression? Oui, c'est une question difficile et intéressante. Je crois que, si vous voulez, j'ai été moi-même très croyant lorsque j'étais jeune. J'ai été élevé d'une manière très catholique tous les dimanches à la messe, dès l'âge de 6 ans, même peut-être avant. Donc j'ai eu un espèce de respect pour l'Église et pour la religion catholique, et la religion tout simplement, car je dois dire que de prier, c'est une chose normale. Je crois que les animaux, dans un sens, le font sans le savoir, c'est-à-dire quand ils sont dans une ambiance agréable, ils ronronnent, mais pour moi c'est une sorte de prière, c'est un aveu, c'est une demande de bonheur à quelque chose qui est au-dessus de nous. Donc, j'ai jamais voulu, dans le Rouge et le Noir, affronter cet acte de l'Église ou du séminaire d'une manière ardue et réfractaire ou critique pour une religion ou une autre. Donc, si vous voulez, j'ai plutôt cherché la passion, là aussi, que la recherche d'un arrivisme qui existe chez Julien Sorel, puisque lui, la religion, c'est un endroit où il veut aller, il veut peut-être rentrer dans les ordres et devenir prêtre lui-même, mais il se rend compte qu'il a d'autres ambitions. C'est tellement multiple que l'abbé Chélan s'en rend compte et vient le repêcher alors qu'il l'a laissé entre les bras de l'abbé Castanède, qui lui est très dur et qui ne supporte pas l'attitude de Julien. En tout cas, Pierre Lacote, vous parvenez à faire danser un séminaire entier de diacres, et c'est à voir absolument sur la scène de l'Opéra de Paris actuellement. On parlait de ce pas de deux entre Julien Sorel et l'abbé Chélan. Nureyev l'avait déjà imaginé, ce pas de deux, ou plutôt ce pas de trois. Ce pas de trois avec le sorcier Rothbard dans le lac des Cygnes, entre le cygne noir et le prince et Rothbard. Nureyev, Lacote, c'était une amitié ou une rivalité? C'est une grande amitié, c'est un grand rapport. Je l'ai connu lorsqu'il est arrivé à Paris, encore à l'époque soviétique à ce moment-là, et c'est lui qui est venu vers nous. J'étais avec Claude Bessy et Claire Motte, qui était une merveilleuse danseuse étoile, qui hélas a disparu beaucoup trop jeune, et il est venu vers nous. On les a regardés, nous étions au foyer de la danse, il y avait les Russes d'un côté, les Français de l'autre. Et nous avons vu une petite tête totalement différente des autres, qui avait les cheveux coupés courts alors qu'ils avaient tous les cheveux longs, qui avait un petit costume, une petite cravate. Et Claude Bessy m'a dit, mais il nous regarde, il va venir vers nous. Je dis, mais pourquoi veux-tu qu'il vienne vers nous? Il ne nous connaît pas. Mais tu vas voir. Et effectivement, la petite tête que l'on avait remarquée a fait le tour. Il passait derrière tout le monde avec l'interdiction qui lui avait été donnée de nous parler. Et il est arrivé dans un anglais impeccable.
Il nous a dit, vous êtes un tel, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de parler avec vous. Puis il a tellement insisté qu'on s'est dit, on a été demandé à la direction l'accord de l'inviter à dîner. Et la direction nous a dit, non, on ne peut pas, ils sont fatigués, etc. Et puis lui a insisté, puis Claude Bessy, qui a un caractère très, très fort, a parlé en disant, écoutez, nous sommes artistes, vous nous connaissez, nous avons été souvent dansés en Russie, donc il n'y a aucune raison de nous empêcher de voir... Mais on vous certifie qu'il n'y aura aucune discussion ni politique ni autre. Nous avons la même profession, donc nous avons envie d'échanger les idées. Alors ils ont dit oui, effectivement, mais pas seul, il faut qu'il arrive avec quelqu'un d'autre. Et on a un autre danseur. Et à partir de ce jour-là, Nureyev s'est attaché à nous, a voulu sortir tous les jours, nous poser des questions. Il était très érudit, il connaissait, on l'amenait dans un musée, il reconnaissait tout de suite le peintre qui l'avait fait et qui avait exécuté ce tableau. Et c'était passionnant pour nous. Et puis je me suis trouvé, le jour du départ à l'aéroport, où tout d'un coup, on lui a annoncé qu'il partait. Et il m'a pris par les épaules, il m'a dit « Pierre, sauve-moi, fais n'importe quoi, sinon je me tue. » Et il avait pris chez moi un petit coupe-papier en argent que j'avais reçu au Mexique d'une amie et qui voulait me laisser un souvenir. Et il a pris et il m'a dit « Je me frappe avec ça. » Et c'était très pointu. Je ne sais pas si ça aurait pu arriver à transpercer sa peau, mais bref, il était dans un état de terreur. Il savait que s'il partait, c'était fini, il ne reviendrait pas. Donc il a voulu que je reste dans l'aéroport et que j'agisse. C'était pratique. Alors tout le monde veut même dire, l'ambassade soviétique, les personnalités que je connaissais, Monsieur Lacote partez, ne restez pas, voyez bien, il pense que vous allez faire quelque chose. Et naturellement, vous ne pouvez rien faire. Mais lui m'avait expliqué que si je partais, on allait le mettre dans la partie transit et que là, il ne pouvait plus rien faire. Et c'est vrai. Alors, avec un petit morceau de papier que j'ai écrit, je voyais quelqu'un à côté de moi qui sentait qu'il y avait une tension et qu'il fallait régler. Je lui ai dit, téléphonez tout de suite à telle personne. C'était Clara Saint, qui était une amie qui faisait partie du groupe avec laquelle nous sortions. Et la personne est revenue, je ne peux pas, la ligne est occupée. Et je voyais la pendule qui tournait. C'était une angoisse terrible. Et puis finalement, j'ai aperçu un danseur de l'opéra qui est venu vers moi. Je lui ai dit, va vite téléphoner à Clara Saint. Et il m'a dit, ça y est, elle arrive. Et à partir de là, on m'a dit, mais Monsieur Lacote, vous restez. Non, j'ai dit, maintenant, je veux bien partir. Allez lui dire au revoir. Mais je ne peux pas, il est entouré de toute des policiers russes. Et là, je lui ai dit, tu fais 2 pas en arrière. Non, t'en vas pas. J'ai dit, Clara, à côté d'elle, il y a un policier habillé en civil. Tu dis, I want to be free. Et tout est fait. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre Lacote. L'aventure, au départ. Incroyable. Et vous avez vécu ensemble des décennies absolument fantastiques où vous avez fait vivre et revivre le ballet, vous, en vous tournant dès les années 70, en devenant l'un des grands spécialistes des reconstitutions du répertoire romantique. Après avoir fait revivre la Sylphide de Taglioni, suivront Coppelia, Paquita et autres ballets tombés dans l'oubli. Quand on reconstitue un ballet avec vous, Pierre Lacote, on le restaure comme un tableau, on préserve le cœur de l'œuvre. Vous êtes un ancien danseur de l'Opéra de Paris. Après, vous êtes parti voler de vos propres ailes en fondant votre compagnie, en dirigeant des corps de ballet comme celui de Monte-Carlo, de Vérone ou encore de Nancy. Aujourd'hui, vous retrouvez la scène de l'Opéra de Paris avec cette magnifique adaptation du Rouge et le Noir de Stendhal. Merci 1000 fois à vous d'être venu autour de cette grande table. Merci. C'est gentil, merci infiniment.